Édition spéciale sur Al24 News. Bonsoir et bienvenue à votre émission Débat et décryptage consacrée à la géopolitique et aux questions internationales. Aujourd'hui, nous allons nous pencher une nouvelle fois sur la géopolitique du gaz, ce dossier sensible qui ne cesse de défrayer la chronique depuis de longs mois. Nous serons en Europe, mais aussi en Méditerranée pour parler du fameux projet de gazoduc MidCat, cette infrastructure qui prendrait en partie sa source à partir de l'Algérie et que l'Allemagne cherche à relancer avec le concours de l'Espagne, mais également du Portugal. Toujours sous pression de sa dépendance au gaz russe, Berlin cherche désespérément à s'assurer d'autres sources d'approvisionnement pour au moins passer l'hiver prochain bien au chaud. Alors bien entendu, ce ne sera pas à travers le MidCat, du moins pas à court terme, car la France s'est empressée d'émettre des réserves sur le projet. Alors, qu'est-ce que le MidCat? À qui profitera-t-il s'il venait à être relancé? Et où se situe l'Algérie vis-à-vis de ce projet? Autant de questions et bien d'autres auxquelles nous tenterons de répondre avec nos experts du jour. Manuel Pouchelet, spécialiste des questions internationales, sera avec nous à partir de Paris. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur, merci de votre invitation. Abderrahmane Hadef, notre expert maison, expert international en économie, nous rejoindra également à partir d'Alger par Skype. Bienvenue à vous monsieur. Et enfin Chouaib Boutammine. Merci pour l'invitation. C'est nous qui vous remercions monsieur Hadef. Enfin, je disais donc Chouaib Boutammine, consultant international dans le segment Oil and Gas, m'accompagnera sur ce plateau. Bienvenue à vous Chouaib. Merci, bienvenue à vous, merci. Mais comme de coutume, avant de dérouler donc le débat sur le sujet aujourd'hui, écoutons d'abord les déclarations de quelques protagonistes de ce projet. Je veux de nouveau souligner que je soutiens beaucoup une telle connexion. Il s'agit d'améliorer aujourd'hui les interconnexions du réseau gazier européen et à long terme. Il s'agit aussi d'utiliser ensemble l'hydrogène. Actuellement, les interconnexions énergétiques de la péninsule ibérique avec le marché européen de l'énergie sont inférieures à 3%. Elles sont donc très loin des engagements que nous avons tous pris devant la Commission européenne. C'est pour cela que je remercie le chancelier allemand de partager la vision d'une nécessité de renforcer ces interconnexions. En ce qui concerne l'Algérie, sachez que je souhaiterais m'y rendre moi-même. Sans plus tarder, place au débat donc, et l'on va commencer avec vous, monsieur Pouchelet. Le MidCat est un projet de gazoduc qui se base sur des interconnexions entre la France et l'Espagne. Avant de rejoindre l'Allemagne, l'idée a germé en 2013 et fut abandonnée en 2019 pour des raisons de viabilité économique, mais également de sécurité des approvisionnements. Pourquoi cherche-t-on à déterrer le projet en 2022 selon vous ? Les enjeux sont multiples. L'Allemagne est un pays industrialisé avec une forte industrialisation, mais surtout de forte consommation d'énergie. Il faut savoir, le projet MidCat que vous évoquez ce soir, avec l'Espagne, si vous voulez, n'est pas vraiment une nouveauté. Il a existé, il est toujours à l'étude et même avancé en termes d'infrastructure. Maintenant, concernant l'approvisionnement de l'Allemagne, je pense qu'il faut aider les téléspectateurs à comprendre qu'il y avait déjà l'Allemagne avec la crise en Ukraine de 2016 avait déjà été approvisionnée par le canal Lavera-Karlsruhe en France, qui existe et qui avait été approvisionné en gaz avec l'aide de l'Algérie. Donc, si vous voulez, et également maintenant, vous avez en 2022 les derniers contrats qui ont été signés avec l'Italie. Donc, si vous voulez, le projet MidCat, pour l'instant, est contourné. Je parle bien de contournement. Mais il va devoir s'inscrire aussi dans une perspective d'avenir assez rapidement, excusez-moi. Pourquoi? Parce que l'Espagne, si vous voulez, n'a pas la même dotation en termes de centrales et de production d'électricité qu'en France, où finalement on s'aperçoit que cette composante qu'est le gaz entre dans une économie, surtout pour faire tourner l'industrie de ces pays fortement industrialisés, oui. En tout cas. Très bien, le mix énergétique donc de la France, plutôt la part du gaz dans le mix énergétique de la France serait tellement importante qu'elle penserait, même si elle déclare le contraire, à relancer le MidCat selon vous ?
Oui, je pense. De toute façon, on s'aperçoit d'une chose en 2022, c'est que ces pays hyper industrialisés, bon, la France est moins industrialisée que l'Allemagne en termes d'économie, si vous voulez, Oui. et en termes de consommation. Maintenant, la France a quand même un atout, c'est le nucléaire, quoi qu'on en dise. Oui, On a quand même on va beaucoup en de parler détracteurs. justement. Oui, je sais qu'on en parlera, mais je voulais quand même annoncer la donne, c'est que la France est dotée quand même de moyens de production énergétique assez conséquents et introduit progressivement les énergies renouvelables. Donc, Oui. si vous voulez, en France, c'est une nouveauté. Les parcs éoliens deviennent une réalité en France. Alors que si vous comparez par exemple avec l'Allemagne, moi qui ai eu la chance de vivre dans ce pays pendant 10 ans, malheureusement, on a déjà déconstruit le parc éolien. Pourquoi ? Parce qu'on s'est aperçu qu'il n'était pas suffisamment dimensionné et avait les taux de rendement espérés. Donc, si vous voulez, la France a cet avantage d'avoir cette industrie, on va dire, nucléaire avec une structure nationale très importante, qui est l'opérateur électricité de France. EDF, et si vous voulez, voilà, l'EDF, qui également revend son électricité à ses voisins. Et ça, c'est important de le souligner ce soir à nos téléspectateurs. Très bien. Abdelrahman Hadef, que représente d'après vous un tel projet pour la sécurité énergétique d'une partie de l'Europe ? Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, l'Europe se rend compte que sa sécurité énergétique est remise en cause. Et elle a été prise de court, surtout après le déclenchement du conflit russo-ukrainien. Et aujourd'hui, les pays européens essaient de se rattraper sur leur sécurité énergétique, surtout les pays les plus industrialisés comme l'Allemagne et l'Italie, l'Espagne, la France aussi. Maintenant, il y a beaucoup de la géopolitique qui rentre en jeu aujourd'hui. En effet. Et surtout que le leadership aussi au niveau européen qui est en train de se mettre en place. Et la réaction aujourd'hui de l'Allemagne qui est déjà menacée énergétique est bien évidente, mais surtout il y a un jeu de leadership qui se met en place aussi par rapport aux autres pays européens. C'est pour cela qu'on voit que aujourd'hui l'Allemagne est en train de soutenir un projet d'une envergure moyenne, si c'est pas moins, mais c'est surtout le fait de soutenir des pays comme l'Espagne, le Portugal, l'Italie, c'est dans un projet de transition énergétique qui va nous donner un peu un aperçu sur le repositionnement des pays, des grands pays européens sur l'échiquier de l'Union en général. Donc, aborder ce projet qui n'est pas vraiment un projet d'envergure pour l'Union européenne, qui représente peut-être 2,2 à 2% des approvisionnements, des approvisionnements pourrait représenter 2 à 2,5% des approvisionnements. Donc, on voit que ce n'est pas une grande avancée en termes de sécurité industrielle, mais surtout en termes de géopolitique et en termes de leadership. Là, ça devient plus intéressant et plus important pour l'Allemagne et pour l'Espagne aussi, qui cherche aussi un désenclavement, surtout après le conflit sur le gaz et sa position politique vis-à-vis de la question du Sahara occidental. L'Espagne s'est retrouvée un peu isolée et aujourd'hui, elle est en train d'essayer de trouver des échappatoires, de se repositionner. D'ailleurs, lors de cette conférence de presse qui a abordé la relance, la nécessité. Il semblerait que vous ayez... On va revenir vers vous, Monsieur Hadef, dans un instant. Je me tourne vers vous, Chouaib Boutammine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'un point de vue technique le fonctionnement de ce projet un peu complexe ? Exactement. Bonsoir. Premièrement, ce projet-là, qui va relier l'Espagne, Barcelone jusqu'à Barbera, en Espagne, au sud de la France, plus de 200 kilomètres. C'est un projet où on a eu vraiment des oppositions par les associations environnementales en Europe, en Espagne et en France. C'est un projet qui va relier directement la France. Et l'objectif de ce projet est bien sûr de pousser ou de booster les approvisionnements du gaz naturel vers la France et bien sûr vers d'autres pays européens, bien évidemment l'Allemagne. Je crois que, si vous permettez, j'aimerais bien passer directement, faire quelques explications de ce qui se passe exactement aujourd'hui en Europe.
Cet été-là a été une saison vraiment particulière de l'histoire de l'Europe. Parce qu'on a vu comment les changements climatiques ont agi directement sur le rendement énergétique des énergies renouvelables en Europe. On a vu comment EDF de France, la société qui gère le nucléaire français, Oui. elle a 56 réacteurs nucléaires, 32 étaient down, n'est pas opérationnels, parce qu'il y avait un plan de maintenance. Nous en sommes à 27 actuellement. Exactement. Il y avait un plan de maintenance, il y avait un problème technique et de la corrosion au sein des réacteurs nucléaires en France. En rajoutant à ça le problème des fleuves, des rivières, où le niveau d'eau a été très bas et chaud aussi. La température a été haute, ce qui n'a pas permis à la France, à EDF, de faire le cooling, le refroidissement de ces installations nucléaires et qui a agi sur le rendement énergétique de la France. Oui, la France n'a pas pu tourner à plein régime concernant ses capacités de production d'électricité d'origine nucléaire. Exactement. Même chose pour la Norvège, qui génère plus de 70% de son énergie de l'hydropower. Le niveau d'eau a été plus bas et vraiment a déclaré, les responsables norvégiens ont déclaré qu'ils peuvent cesser diminuer les approvisionnements du gaz vers l'Europe. Alors, ce qu'on a, même pour le problème de l'éolien, parce que vous savez, une fois la température de l'air augmente, on aura moins de densité, alors les éoliennes ne génèrent pas vraiment assez d'énergie, l'énergie optimale. Diminue. Exactement. Alors, tous ces facteurs-là ont agi directement sur le rendement énergétique en Europe. Et voilà. Et si on voit le résultat, il y a pas mal de régions européennes qui se dirigent vers l'Algérie. L'Algérie, ce n'est pas la solution, c'est une partie de la solution, parce qu'on a déjà déclaré qu'aucune nation qui pourra remplacer le gaz russe. Il faut expliquer quelque chose qui est un détail qui est vraiment important. La Russie, le rôle de la Russie en Europe, ce n'est pas seulement les quantités de gaz. Il y avait des quantités de gaz sous forme gazeuse, d'accord ? Maintenant, cette quantité de gaz doit se liquéfier sur le global market et souvent sur d'autres pays. Si on passe à GNL, ça veut dire des quantités, on va lui liquéfier à moins 160 degrés avec des prix vraiment exorbitants. Alors ça, c'est un facteur très important, un changement d'état de gaz qui a été au sein de l'Union européenne. Alors, on parle de la Russie, on parle de la géographie, elle est au sein de l'Europe. Alors, le coût d'approvisionnement est moins cher et bien sûr, les ventes par gazoduc sont moins chères par rapport au GNL. Et il faut expliquer aussi quelque chose qui est vraiment important, que même les pays qui détiennent le gaz, par exemple, on parle du Qatar, des États-Unis ou d'Australie, ils ont le gaz par GNL. Oui. Il y a un problème aussi qui se pose en Europe aujourd'hui, c'est le problème de stockage. Je vous dis que l'Espagne, qui détient 6 terminaux aujourd'hui, elle détient plus de 40% des capacités de stockage en Europe, plus de 30% des capacités de regasification en Europe, ce qui positionne l'Espagne comme un pays leader en Europe en matière d'infrastructure gazière en Europe. Et bien évidemment, ce projet de MidCat est une idée de l'Espagne, je crois, parce qu'on voit des réserves, on voit, entre parenthèses, certaines oppositions de la France. L'Espagne, je crois qu'elle veut devenir le hub. Justement, on va parler de la bataille des hubs en Europe, et pour approvisionner dans la période d'hiver tous les pays qui ont besoin d'énergie. Je crois que c'est ça. Le plan et la stratégie de l'Espagne aujourd'hui, c'est d'être au podium gazier en Europe. Très bien. Leader, M. Botomine, en matière d'infrastructure, à condition d'avoir le gaz nécessaire pour le faire. Monsieur Pouchelet, nous le disions donc en préambule, et M. Botomine vient de le rappeler, la France a rapidement opposé son veto au projet. Craint-elle que l'Allemagne puisse relancer d'une quelconque manière son économie? On a l'impression justement que la France cherche à jouer un autre rôle dans le dossier énergétique en Europe. Et ça semble assez contradictoire avec le discours de base qui va dans le sens d'une émancipation du gaz russe. Qu'en pensez-vous, M. Pouchelet?
Écoutez, moi, tout ce qui vient d'être dit, les accords géopolitiques, je peux vous le garantir, il y a le premier problème avec le gaz, y compris pour les Allemands, c'est déjà d'assurer la sécurité des acheminements en gaz. Et les Allemands ont conclu récemment un accord avec le Qatar, mais force est de constater que ça va être très compliqué au niveau de la facture, parce qu'ils vont devoir déployer à la mer des bâtiments de leur marine fédérale pour assurer la sécurité de ces approvisionnements. Maintenant, pour répondre vraiment directement à votre question, la France est un leader énergétique en termes de production. Elle vit essentiellement sur le nucléaire et tout ce qui vient d'être rappelé avec le changement climatique est important de le souligner. Maintenant, la France, il faut savoir, a quand même arrêté la centrale de Fessenheim. Oui. Donc déjà, on arrive en termes de parc nucléaire en France à déjà une limite technique qui est les fameux 40 ans. À 40 ans, il y a des lourds investissements. D'ailleurs, Madame Ségolène Royal, quand elle était ministre de l'écologie, avait déjà prévenu en son temps qu'il y aurait une forte augmentation au niveau des particuliers en termes de coûts d'électricité et de factures à payer. Pourquoi ? Parce qu'on est en train de vivre, et ce qui a été dit par votre invité ce soir, il y a une maintenance à effectuer. Il y a au niveau des réacteurs nucléaires, on s'est aperçu qu'il y avait des problèmes qui étaient finalement plus conséquents qu'on ne le pensait. Et en même temps, il y a le fameux, et en même temps, comme dirait Monsieur Macron, il y a aussi un projet d'EPR en France. Là, oui. Ça devient une réalité. Mais si vous voulez, l'EPR, quand on voit déjà le fameux réacteur. Voilà, cette fameuse nouvelle technologie qui est l'EPR. On a déjà des limites qui ont été observées au niveau de la nouvelle centrale qui est en cours de fabrication autour de Flamanville. On voit que la France a investi énormément en Angleterre et également en Finlande, où ce sont des technologies françaises qui sont utilisées. Donc, si vous voulez, on n'a déjà pas de retour technique de ces EPR. Le seul pays d'ailleurs qui a les retours techniques qui exploite des EPR à l'heure actuelle de manière très concrète en termes de production d'énergie, c'est la Chine. Et peut-être que le retour d'expérience des Chinois va peut-être aider l'Europe. Maintenant, l'Europe, moi je pense qu'elle est aussi face à ces contradictions de politique énergétique ancienne, notamment avec la présence de partis écologiques, etc. Et moi, de mon temps, il fut un temps, on était amené à plancher sur un sujet très important qui pourrait également tourner avec ce débat ce soir. L'écologie est-elle une science ou une politique ? Et si vous voulez, ce soir, ce qui est important de dire, l'Europe, elle est vraiment confrontée à ces contradictions, à tel point qu'en France, notre première ministre, Madame Borne, a demandé aux entreprises et aux Français de faire des efforts sur la réduction de consommation d'électricité. Oui. C'est vous dire, c'est vraiment un problème qui est devenu important et crucial. Vous avez parlé du GNL. Le problème, c'est qu'en France, on n'a pas de terminaux adaptés pour accueillir la quantité de GNL américain, parce que chez nous, ce seront les Américains qui vont approvisionner principalement la France. Les infrastructures sont en Espagne, c'est cela, monsieur Pouchelet ? Oui. Alors après, si la France, elle freine un petit peu des quatre fers avec l'Espagne, c'est qu'il y a aussi, alors il y a un autre volet caché qui est le remboursement de la dette de 2015. Rappelez-vous, la Grèce, l'Italie et l'Espagne ont été soumis à des problèmes de dette et on parlait à l'époque déjà de rivalité entre pays d'Europe où notamment l'Allemagne avait été intransigeante. Donc si vous voulez, avec la Grèce. Oui, voilà, surtout avec la Grèce. La crise grecque, si vous voulez, a eu des conséquences dans les relations internationales au niveau européen. Ça, je tiens à le mentionner. Est-ce que peut-être la France n'essaierait pas de se dire, est-ce qu'on pourrait peut-être pas avoir un retour d'investissement sur la dette espagnole ou italienne ou grecque, notamment avec ces fameux projets d'infrastructure ? Là, la question se pose aussi. Et puis ensuite, est-ce que ça va être viable pour l'Espagne ? Parce que bon, en France, il y a aussi d'excellents économistes qui se posent des questions sur des fois des projets européens que l'on finance à grand renfort de milliards d'euros et qui, en termes de rendement, n'apportent rien. Et aujourd'hui, ce n'est pas forcément le gouvernement qui le demande, mais c'est également les citoyens. Et ça, le citoyen, notamment allemand, je peux vous garantir qu'il refusera de payer des factures sur des projets ou de payer une partie de ses impôts sur des projets qui n'auront pas de rendement. Et ça risque, dans l'Europe, de la désunir un peu plus. Très bien, c'est une hypothèse qui mériterait d'être développée, Monsieur Pouchelet. Abdrahman Hadef, l'Espagne a-t-elle réellement les moyens de jouer dans la cour des grands prétendants se positionner justement en tant qu'acteur majeur en matière de terminaux de regazéification du GNL provenant des États-Unis ou du Qatar avant de l'acheminer justement vers d'autres pays européens, à savoir la France ou encore l'Allemagne. Mais juste avant de connaître votre réponse, écoutons d'abord le chef du gouvernement, Pedro Sánchez. Il faut rappeler que l'Espagne concentre 30% des capacités de regazéification de toute l'Europe et que nous ne pouvons pas les utiliser pleinement en raison d'un goulot d'étranglement et c'est ce que nous devons résoudre, que ce soit via la France ou via l'Italie, mais l'Espagne est prête à être solidaire et à répondre à l'appel de nos chers amis et pays frères comme l'Allemagne et bien d'autres. Abdrahman Hadef, à votre avis, une ambition de la part de l'Espagne ou une simple gesticulation ?
Écoutez, dans d'autres circonstances, je dirais que c'est vraiment le cas. Mais aujourd'hui, je pense que c'est un peu l'Espagne qui essaye de se repositionner sur la scène européenne en tant qu'acteur, parce que jusqu'à aujourd'hui, elle a été mise de côté par rapport à tout ce qui se passe, par rapport au débat déjà qui se tient au niveau de l'Europe. Et aujourd'hui, elle essaie de se repositionner, surtout avec ses capacités de regasification et ses infrastructures qui existent déjà. Mais la question qui se pose aujourd'hui, le goulot d'étranglement dont parle le chef du gouvernement espagnol, ça a toujours existé. Pourquoi ça n'a pas été abordé au préalable avant? Mais maintenant, l'Espagne essaie de tirer ses arguments pour un repositionnement. D'ailleurs, on parle d'une éventualité où le MidGaz ne fonctionne pas, ils vont y aller vers l'Italie. À mon sens, l'Espagne aujourd'hui cherche à mettre en œuvre les recommandations de l'Union européenne déjà pour relancer le dialogue énergétique avec l'Algérie, déjà d'une part, et d'autre part, essayer d'avoir un mot dans ce débat parce que aujourd'hui l'Union européenne, au niveau de l'Union européenne, il faut reconnaître qu'il n'y a pas de consensus sur la conduite à mener. Je l'ai dit au départ, au début de l'émission, qu'il y a un sentiment d'une course vers un nouveau leadership et surtout il y a un certain égoïsme politique qui se met en place parce que les intérêts nationaux commencent à se sentir, surtout avec l'approche de la saison hivernale, mais surtout avec les indices économiques, avec des éventuelles récessions des économies, surtout celles de l'Allemagne. Vous voulez dire justement, M. Hadef, que l'intérêt national prend le pas sur le discours fédérateur au sein de l'Union européenne, par exemple? Chacun essaie de sécuriser des approvisionnements ou son stock. Sans aucun doute, je le dis, sans aucun doute. D'ailleurs, la visite du président Macron en Algérie, ça a été attendu par l'ensemble des acteurs européens pour voir ce que la France a conclu avec l'Algérie en termes de convention d'approvisionnement de produits énergétiques. Je pense qu'aujourd'hui, c'est tout le monde qui essaie de s'assurer lui-même avant de parler de la communauté européenne. D'ailleurs, ça a été vécu lors de la crise sanitaire du corona. Aujourd'hui, je pense que le modèle politique de l'Union européenne est arrivé à ses limites et il est temps, je pense qu'il faut ouvrir le débat sur de nouvelles réformes au sein de l'Union européenne qui permettront de traiter des dossiers d'envergure comme celui de la sécurité énergétique, il faut pas oublier la partie écologique et environnementale qui est en train aussi de prendre à court les pays européens. On parle des approvisionnements de gaz GNL pour l'Europe et pour l'Allemagne et ce qui s'est passé au niveau du Rhin dernièrement nous a donné un aperçu sur les contraintes que peuvent avoir les pays européens. Aussi, la montée de la température au sein de l'Union européenne qui a obligé l'arrêt de certains réacteurs nucléaires. Ça, c'est des signes annonciateurs de certaines contraintes que l'Union européenne doit traiter, mais de façon encore plus concessionnelle et avec une vision nouvelle par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Très bien, le débat est passionnant. Nous poursuivons avec vous, Monsieur Pouchelet. Ce projet, justement, cristallise en creux une autre bataille qui s'annonce dans le dossier du gaz, une bataille qui se déroule en Méditerranée, on l'a rappelé, qui concerne l'hégémonie sur les hubs gaziers, dont l'Algérie semble quand même tenir toutes les cartes en main. Oui, alors c'est vrai que l'Algérie détient tous les cartes en main, mais attention, il y a aussi un projet concurrent, qui est le projet où l'Union européenne, où Madame von der Leyen s'est rendue en Azerbaïdjan, parce qu'il faut savoir qu'il y a aussi un autre acteur qui est incontournable dans cette bataille du gaz, si je puis me permettre, c'est la Turquie. Monsieur Erdogan est un des rares chefs d'État à pouvoir aussi, comme je vous le disais en début d'émission, assurer la sécurité des approvisionnements sur son territoire. C'est-à-dire que le gaz du Caucase va transiter par la Turquie. Le projet
EastMed, dont on ne parle pas ce soir, est une réalité. Vous avez également les forages au large du Liban et d'Israël. Un projet qui n'avance pas tout de même, monsieur Pouchelet. Oui. Depuis 2015, alors, le projet fait face justement à de nombreux inconvénients. Alors, les inconvénients, pour l'instant, la préoccupation de M. Erdogan, c'est la sécurité de son territoire. Et vous savez, une zone de sécurité d'environ 20 à 30 km en territoire syrien à cause de l'histoire des problèmes des Kurdes. Donc, maintenant, je pense que les Européens sont aux abois. Je pense que la situation, les choix stratégiques qui ont été faits dans le passé avec le gaz allemand, puisque les Allemands et même les Polonais viennent de relancer la production de charbon, ce qui est quand même un comble en 2022, sachant que c'est une énergie du passé, mais qui finalement a aussi ses conséquences sur l'environnement et sur le climat, puisqu'on arrive même à avoir des pollutions au charbon jusqu'à Paris et même un peu plus au sud que Paris, avec le relancement des centrales à charbon qu'on a en Allemagne qui sont assez anciennes et qui polluent. Donc, si vous voulez, j'allais dire, l'Europe, en fait, elle fait face à ces contradictions. C'est-à-dire, ce que fait le voisin a des conséquences sur les autres pays de l'Union. Et ça, c'est important. Et moi, j'allais dire, malheureusement, c'est peut-être le seul territoire qui va contredire le proverbe africain « seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». Finalement, c'est un petit peu du chacun pour soi, malheureusement, où il faut préserver son économie, notamment avec sa capacité de production énergétique, tout en trouvant des alliances. Et vous remarquerez, notamment en ce qui concerne l'Allemagne, elle n'a pas attendu l'Europe pour aller négocier avec le Qatar sur le gaz. Voilà. C'est le cas aussi pour l'Italie avec l'Algérie. Oui. M. Macron, plutôt M. Mélenchon l'a rappelé il n'y a pas si longtemps que ça. Après, attention, M. Mélenchon, c'est des déclarations politiques. Moi, je pense que la sécurité énergétique et le déplacement de M. Macron, c'est dans ce qu'on appelle, au regard de la Constitution en France, le domaine réservé du président de la République. Donc, si vous voulez, du régalien, oui. Voilà, c'est vraiment du régalien et c'est attribué à ses compétences. Ce qui est important, la visite de M. Macron en Algérie était attendue et, si vous voulez, digne de sens. Alors, bref, nous avons parlé qu'il fallait renouer le contact, etc. Mais il n'y a pas, rassurez-vous, il n'y a pas que le gaz. Il y a aussi des projets de développement, puisque M. Macron est venu avec des chefs d'entreprise, notamment dans le secteur de la haute technologie, de la télécommunication, avec la présence du PDG de Free, etc. Donc, si vous voulez, j'ai un peu peur. Oui, M. Niel, oui. J'ai un peu peur que ça, si vous voulez, ça prenne comment vous dire, en termes de géopolitique, je pense qu'il y a des accords qui vont être dessinés. Je pense que ça fait penser, moi, si vous voulez, à la politique des Américains des années 80. Ça va être pétrole contre nourriture. C'est-à-dire le jour où la Russie, parce qu'il y a beaucoup de pays de la Méditerranée qui dépendent de la Russie en termes d'approvisionnement en blé, ils vont être obligés de vendre leur gaz ou leur pétrole à l'Europe qui, justement, en échange, va pouvoir les approvisionner en blé, puisqu'elle a aussi des réserves conséquentes. Très juste, Monsieur Pouchelet. Shahed Boutamine, 2 minutes pour conclure avec vous. La Russie, dans tout ça, de quel œil verrait-elle justement le développement de ce projet MidCat? Est-ce qu'en quelque sorte, alors toute proportion gardée, le MidCat peut-il faire de l'ombre au Nord Stream 2 qui est suspendu pour l'instant? Je rappelle toute proportion gardée par rapport au niveau d'approvisionnement des deux pipelines. Exactement. Bon, c'est deux choses qui sont vraiment différentes. L'Espagne n'est pas un pays producteur. Avec le MidCat, ils vont revendre ou redistribuer le gaz acheté à partir de l'Algérie ou du Qatar ou des États-Unis. Par contre, la Russie, c'est un pays producteur. Oui, un leader même. Un leader. Alors, c'est ça ce qui fait la différence. La différence, c'est qu'il y a aussi les volumes très importants et le prix. Parce que le volume comprimé, parce que c'est à partir du gaz, d'accord ? C'est un gaz, alors il est comprimé à partir de la Russie, très important. Et le prix aussi, parce que quand on commercialise le gaz par des pipes, des gazoducs, le coût est moins cher et c'est très important. Je crois qu'il n'y a pas de chose à comparer entre les deux projets, parce que ce projet-là, c'est un projet espagnol. L'Espagne veut profiter de la situation ou de la crise, je crois, c'est un avis personnel. Elle veut profiter de la situation actuelle, elle veut profiter de ces infrastructures existantes déjà pour revendre le gaz qui achète de quelques pays. Je dois aussi noter de ce sens-là que l'Espagne, même l'Italie aujourd'hui, est devenu le premier acheteur du gaz algérien. Avant, c'était de la Russie. Aujourd'hui aussi, on trouve que l'Espagne aussi achète son gaz
de grandes quantités à partir des États-Unis. Alors voilà. Alors on voit un changement des équations énergétiques stratégiques de le monde qui sont vraiment très importantes. 6 mois avant, 7 mois avant, personne qui mettait en tête que les États-Unis vont devenir le plus grand vendeur de gaz vers l'Europe. Et c'était le cas le mois de juillet dernier, le mois de juin et juillet dernier. Alors la situation vraiment est très grave. Et je pense la situation énergétique maintenant sur l'Europe ou sur le global market est très, très sensible. Et il y aura peut-être des projets qui vont connaître le jour de l'avenir. Très bien. Merci. C'était donc le mot de la fin. Merci à vous, chers messieurs, d'avoir éclairé nos téléspectateurs. Merci à vous qui êtes derrière votre écran de nous avoir suivis. Édition spéciale revient dès demain avec un nouveau sujet d'actualité à développer. D'ici là, restez fidèles à L24 News.